Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Investir dans les dividendes. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes tout derniers achats dans mon PEA que j'ai effectué récemment en juin et en juillet 2021. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir interrogé dans les commentaires et surtout par mail sur mes derniers achats en me demandant de parler des dernières actions que j'ai décidé d'acheter. Eh bien, je vais le faire maintenant dans cette vidéo. Comme d'hab, si vous aimez, un petit like, merci beaucoup, ça aide vraiment à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifs et aussi à partager au maximum cette vidéo sur vos groupes d'investisseurs, sur Facebook, sur toutes les personnes qui sont intéressées par l'investissement en bourse et les revenus passifs. Alors, comme d'hab, je ne suis pas conseiller financier. Là, je vais vraiment vous parler de mes derniers achats. Il ne faut pas les copier sans regarder de votre côté si jamais ça peut être intéressant pour vous dans votre optique d'investissement. Donc vraiment, c'est que mon avis que j'exprime dans cette vidéo. Ça ne représente pas un conseil d'investissement. Donc faites vos propres recherches avant de décider d'acheter une action ou pas. On commence tout de suite avec la première des 5 actions que j'ai achetées au mois de juin et juillet 2021 et en l'occurrence c'est Imerys. Alors j'étais déjà actionnaire d'Imerys mais j'ai décidé de renforcer ma position et on va voir pourquoi. Alors déjà, Imerys, il faut savoir que c'est un acteur français qui est mondial, vous le voyez, 48% du CA est fait en Europe et Moyen-Orient, Afrique, 29% c'est la deuxième zone donc de cette entreprise, c'est les Amériques et le reste, 23% c'est en Asie Pacifique. Il faut savoir que Imerys, c'est le numéro 1 mondial dans 75% de ses activités, il a plus de 15 000 clients partout sur la planète, les ventes elles se font dans plus de 142 pays et il y a plus de 16 000 collaborateurs actuellement chez Imerys. Alors on va regarder rapidement ce que fait concrètement Imerys. Je vous dis rapidement parce que je ferai ultérieurement une vidéo vraiment dédiée à Imerys parce que c'est vraiment une très très belle entreprise dans laquelle je crois énormément. Ce qu'il faut savoir c'est que Imerys, normalement ça ne vous dit rien puisque ça vend en B2B à des professionnels et pas à des particuliers. En revanche, dans vos objets du quotidien, vous utilisez des objets qui contiennent des produits Imerys. Par exemple, dans votre salle de bain, il y a fort à parier qu'au niveau de votre carrelage de sol, de faïence murale ou alors dans vos sanitaires, eh bien, vous avez des minéraux de Imerys. Donc, c'est le numéro 1 mondial des pâtes céramiques pour sanitaire. Pareil, ça c'est un relais de croissance qui est extrêmement intéressant. C'est la batterie Li-ion pour véhicules électriques. Donc Imerys c'est le numéro 1 mondial des additifs conducteurs, donc le graphite et le noir de carbone dont on a besoin pour ces batteries. Donc aujourd'hui vous savez que ça pousse très très fort en Europe sur les véhicules électriques. Donc ça c'est très bon en termes de relais de croissance pour Imerys. Pareil, ils fournissent du talc pour les peintures. Au niveau de la voiture toujours, si on met de côté le véhicule électrique et les batteries, il faut savoir qu'il y a 30 minéraux dans un véhicule aujourd'hui. Et donc comme Imerys c'est un des leaders mondiaux des minéraux, bah forcément quand ils ont beaucoup de voitures, ça c'est très positif pour cette partie d'activité chez Imerys. Au niveau de l'acier, bah c'est pareil, on a besoin de minéraux, c'est un fournisseur important d'ArcelorMittal et d'autres sidérurgistes qui vont très très bien en ce moment, donc ça carbure pas mal au niveau de cette activité et Imerys est même présent au niveau des industriels qui font de la filtration de liquide, que ce soit alimentaire ou du plasma sanguin, puisque c'est le numéro 1 mondial de la perlite et de la diatomite qui sont utilisés pour la filtration de liquide. Alors concrètement, pourquoi j'ai choisi de renforcer Imerys ? Il y a plusieurs raisons, notamment l'évolution des volumes par rapport à l'année dernière, donc ça a marqué un plus bas au deuxième trimestre 2020 et depuis il y a une amélioration séquentielle constante et là on est revenu en positif sur le premier trimestre 2021 avec plus 5,8%, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, ça va vraiment dans le bon sens, globalement les volumes repartent fortement. Au niveau des différents marchés d'Imerys, vous voyez que la construction pèse 32% du CA, vous avez la consommation qui pèse 23%, l'industrie qui est à 13%, suivi après de l'acier, du papier, de l'automobile également. Donc là, la construction, ça se porte plutôt très très bien. Au niveau de la consommation de l'industrie, de l'acier, c'est pareil, ça va très très fort. Le papier, c'est encore un petit peu compliqué. De toute manière, c'est une activité qui est pas simple, même hors contexte de crise. Donc on voit qu'en fait, les différents marchés finaux de Imerys se portent vraiment bien, donc ça devrait normalement porter le chiffre d'affaires et les résultats 2021. Et d'ailleurs on le voit, si on regarde un petit peu en arrière avec toute l'année 2020
et le premier trimestre 2021, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ça avait déjà souffert au premier trimestre 2020 avec le début du confinement un petit peu partout dans le monde. Le deuxième trimestre, ça avait été très très compliqué. Et là, vous voyez effectivement, ça s'est vraiment redressé avec une croissance de plus 6,3% au premier trimestre 2021 versus le quatrième trimestre 2020. Donc ça s'améliore de trimestre en trimestre et on le voit au niveau de la marge. L'EBITDA courant a bien progressé. La marge, vous voyez qu'elle monte à 17,3%. Elle est même au-dessus de la marge du premier trimestre 2019. Donc Imerys va de mieux en mieux. On a donc un résultat net courant qui s'est élevé au premier trimestre 2021 à 73 millions d'euros en progression de plus 50% quasiment par rapport au premier trimestre 2020. Et si on regarde le résultat net courant du groupe par action, on est à plus 40%. Donc Imerys, encore une fois, va bien. Alors pourquoi aujourd'hui on peut toujours acheter du Imerys de manière assez décotée alors que le marché a très très fortement rebondi ? Eh bien en fait depuis 2018, Imerys est englué dans un litige avec sa filiale qui commercialisait du talc aux États-Unis et notamment auprès du client Johnson & Johnson. Et des consommateurs en fait ont accusé Johnson & Johnson et donc en l'occurrence Imerys qui était fournisseur de Johnson & Johnson d'avoir eu de l'amiante dans le talc qui était fourni. Et donc du coup il y a eu des procès, il y a des contentieux qui sont importants aux USA, mais c'est en train de se régler. Il y a eu la cession en février 2021 des actifs nord-américains de talc à Magris Resources pour 223 millions de dollars. Le 14 avril 2021, il y a eu l'approbation du plan de réorganisation des entités de talc nord-américaines avec une majorité donc de 79,7% des plaignants. Donc là, ça veut dire que le litige, normalement, il est en train d'être résolu. Il y a une audience qui doit avoir lieu cet été pour valider les accords qui ont été trouvés entre Imerys et les plaignants. Et normalement, si tout est confirmé et si tout va bien, l'histoire de talc sera derrière Imerys définitivement aux USA, en sachant qu'il y avait déjà des grosses provisions qui étaient passées. Donc normalement, il n'y aura pas trop de mauvaises surprises au niveau des comptes une fois que l'accord sera définitivement scellé entre les plaignants et Imerys. Alors si on regarde la partie dividende, on voit que Imerys avait l'habitude de verser un beau dividende et en augmentation. En 2020, en ce qui concerne les résultats de l'année 2019, là je vous ai mis les années de versement des dividendes. Et bien en 2020, Imerys avait prévu de verser le même dividende qu'en 2019, mais seulement la crise étant passée par là, ils ont quand même maintenu un dividende, mais ils ont abaissé ce montant, puisqu'en fait, vous voyez, la partie qui est en rouge ici n'a pas été versée. Donc le dividende est passé de 2,15€ à 1,72€ en 2020 et il a encore été baissé en 2021 pour tomber à 1,15€. Je pense qu'avec l'histoire du talc qui sera définitivement derrière Imerys, avec les résultats qui se redressent, je pense qu'on peut repartir à nouveau sur une dynamique haussière, une belle trajectoire au niveau du dividende. Je suis assez confiant à ce niveau-là et c'est aussi pour ça que j'ai racheté du Imerys. Alors combien j'en ai racheté ? J'ai racheté 24 actions, j'ai acheté ça en juillet 2021. Le cours moyen auquel j'ai fait mes achats, il s'élève à 38,34€. Quand on compte la taxe sur les transactions financières plus les frais de courtage, ça fait 5,26€, ça veut dire que mon investissement total s'est élevé à 925,42€. Alors, j'avais déjà des actions Imerys et donc j'ai fait ce qu'on appelle un pyramidage de ma position. J'ai pyramidé ma ligne. Ça veut dire quoi en fait pyramider ? Vous voyez, je vous ai mis une image de pyramide. Vous avez la base qui est plus large. C'est quand vous êtes rentré sur une position et que petit à petit, malgré la hausse de l'action, vous choisissez de renforcer, d'en racheter, malgré le fait que l'action ait bien progressé. Et bien, c'est ce que j'ai fait puisqu'en fait, j'avais acheté 34 actions avec un prix de revient unitaire inférieur à 30€ et là j'ai pris la décision de compléter ma position, de racheter 24 actions supplémentaires à un prix de revient unitaire supérieur à celui que j'avais initialement, mais c'est pas grave, je crois au potentiel de redressement d'Imerys. On va voir le cours de bourse sur les 5 dernières années juste après, vous allez voir qu'il y a quand même de la marge par rapport à l'historique et par rapport aux résultats qui commencent à se redresser et en plus il y a du dividende qui va pouvoir, à mon sens, comme je vous le disais juste avant, progresser à nouveau. Et je pense qu'on va pouvoir avoir un redressement, une progression de ce dividende assez sympathique.
On regarde maintenant l'évolution de l'action Imerys au cours des 5 dernières années. On constate qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est à un peu moins de 38 € l'action, alors qu'en 2017 et en 2018, on était entre plus 50 et plus 100% par rapport au niveau actuel. À partir de 2018, c'est l'histoire du talc qui a commencé, et donc l'action Imerys a commencé une longue descente aux enfers pour ses actionnaires. Ça a continué d'ailleurs sur début 2020, ça a commencé légèrement à se redresser, on ne sait pas ce que ça aurait donné, et derrière le Covid est venu taper le cours de l'action. Ça a quasiment touché les 20 € l'action Imerys, et donc là l'action est quasiment 2 fois plus haute qu'au plus bas de 2020, mais on voit qu'il y a encore du potentiel avec le redressement des marges, donc de l'EBITDA, de l'activité, le redressement du résultat net. À partir du moment où on aura cette histoire de talc définitivement derrière l'entreprise, eh bien on pourra peut-être imaginer un retour à meilleure fortune. C'est pas dit qu'on ne revoit pas les 60 € par exemple, donc il y a un potentiel de revalorisation qui est important, en tout cas que moi je trouve important sur l'action Imerys, et donc j'achète l'action Imerys pour ce potentiel de redressement et également pour son dividende. Deuxième action sur les 5 que j'ai acheté, il s'agit de l'action CBO Territoria. C'est le promoteur réunionnais qui est aussi une foncière. Alors CBO Territoria, j'ai acheté début juin 265 actions supplémentaires à 3,82 €, ce qui fait qu'avec les actions que j'avais déjà dans mon portefeuille, j'arrive maintenant à un total de 1850 actions dans mon portefeuille. L'investissement dans ces 265 actions supplémentaires représente un total de 1017 €, dont 5 € de frais de transaction. Alors pourquoi j'ai décidé de renforcer l'action CBO Territoria dans mon portefeuille ? Eh bien pour différentes raisons, et la première de ces raisons, c'est la décote sur l'ANR, l'actif net réévalué, donc c'est ce que possède l'entreprise, les terrains constructibles, les bâtiments, les logements, moins les dettes bien entendu. Ça donne un ANR de 5,87 € et donc j'ai acheté l'action CBO Territoria sur mes nouvelles actions avec une décote de 35% sur cet ANR. Il est actualisé tous les semestres, donc là les résultats du premier semestre vont bientôt être publiés. On verra si cet ANR a évolué positivement ou négativement à l'occasion de la publication des résultats du premier semestre 2021. Autre élément intéressant, c'est que CBO Territoria est éligible au PEA et au PEA PME. Alors vous allez me dire, il y a plein d'entreprises qui sont éligibles au PEA et au PEA PME. Oui, mais au niveau des foncières, c'est extrêmement rare. Dans les années 2010, Unibail-Rodamco, Clépierre, Covivio, Altarea Cogedim et d'autres ont toutes basculé sur ce nouveau régime fiscal qui a des avantages pour l'entreprise, mais qui a comme inconvénient le fait de ne plus pouvoir être acheté dans un PEA ou un PEA PME. Là, vous voulez devenir actionnaire d'Altarea Cogedim par exemple ou de Clépierre, vous ne pouvez l'acheter que dans un compte titre ordinaire. Vous ne pouvez pas l'acheter dans un PEA ou dans un PEA PME. Donc ça a des inconvénients, le fait de ne pas être éligible avec ce statut de foncière au PEA et au PEA PME, puisqu'en fait vous payez le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur tous les dividendes que vous percevez, ou alors si vous n'êtes pas au PFE, vous êtes un peu en dessous, vous payez quand même à l'imposition réelle et les prélèvements sociaux, et ça reste quand même assez conséquent, tandis que sur le PEA, quand vous recevez les dividendes, vous recevez 100% des dividendes que vous pouvez réinvestir derrière, donc vous avez beaucoup plus d'effet de levier, et vous ne payez, je vous le rappelle, les prélèvements sociaux de 17,2% que quand vous décidez de retirer cet argent de votre PEA. Alors CBO Territoria poursuit sa stratégie de fonciarisation. Ça, c'est un élément que je juge également très important, puisqu'en fait, CBO Territoria se sert de son pôle promotion immobilière pour générer du cash, pour après pouvoir se développer en tant que foncière. C'est déjà une foncière assez importante sur l'île de la Réunion, de plus en plus à Mayotte, et là, pour la première fois dernièrement, CBO Territoria a racheté des bureaux en métropole du côté de Roissy. Donc, c'est une très très belle stratégie qui va générer des belles marges. Après, peut-être qu'à un moment donné, CBO Territoria décidera de switcher sur le régime fiscal des foncières et ne sera plus éligible au PEA et au PEA PME. Et moi, c'est ma stratégie en fait, c'est-à-dire que j'accumule au maximum tant que l'entreprise décide de rester sur ce régime fiscal qui permet d'être éligible au PEA. Et ça me permet d'accumuler une position de plus en plus grosse, et le jour où elle basculera, je pense que c'est quand même assez probable qu'on y arrive un jour, sur le régime fiscal des foncières, eh bien, je pourrai toucher de plus en plus de dividendes, puisque
En fait, le revers de la médaille du régime de foncière, c'est que l'entreprise est obligée par ce statut de verser une part très importante de ses résultats en tant que dividende auprès de ses actionnaires. Donc normalement, le jour où CBO Territoria va basculer sur le régime donc, de foncière, on devrait avoir des dividendes qui vont mécaniquement augmenter. Alors vous allez me dire, des dividendes qui augmentent, mais si jamais on ne peut plus l'avoir sur le PEA, en fait on va être taxé sur le compte titre. Eh bien pas forcément, puisqu'en fait je compte bien bénéficier de ce qu'on appelle la clause du grand-père. Alors qu'est-ce que c'est que cette clause du grand-père ? C'est le fait qu'une nouvelle règle ne s'applique qu'aux nouveaux entrants. Je m'explique. Par exemple, si jamais vous possédiez l'action Clépierre dans le cadre d'un PEA avant qu'elle change de statut et qu'elle devienne inéligible au PEA, à partir du moment où vous n'avez pas vendu vos actions ou vous les avez conservées sur votre PEA, eh bien pour le coup, vous continuez à percevoir vos dividendes sur votre PEA, donc pas du tout taxé. Par contre, les nouveaux actionnaires de Clépierre, aujourd'hui, si vous voulez rentrer sur Clépierre, vous ne pouvez pas du tout l'acheter dans un PEA et vous êtes obligé de l'acheter dans le compte titre. Donc normalement, avec cette clause-là, votre courtier ne peut pas vous forcer à vendre cette position en vous disant « votre titre n'est plus éligible, donc vous êtes obligé de le vendre ». Donc je compte bien bénéficier de cette clause du grand-père le jour où CBO Territoria décidera de passer sous ce régime fiscal particulier. Donc voilà, bénéficier de dividendes qui sont majorés, qui sont plus importants grâce à ce nouveau statut fiscal, à ces nouvelles obligations pour l'entreprise, tout en continuant de les toucher sur mon PEA et sur mon PEA PME. Alors, au niveau de la clause du grand-père, il peut quand même y avoir débat. Il y a aussi des questions d'interprétation des fois des courtiers. Alors déjà, je me battrai si jamais j'ai un de mes courtiers qui me dit que ça ne s'applique pas, j'en resterai pas là, c'est sûr que je me battrai pour qu'elle soit appliquée cette clause-là en ce qui me concerne. Et puis quand même, pour limiter les risques, j'ai en fait du CBO Territoria et dans mon PEA qui est chez un courtier et dans mon PEA PME qui est chez un autre courtier. Comme ça, je me dis, si jamais j'ai un des deux courtiers qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui ne veut pas appliquer cette clause, au moins j'ai la moitié de mes actions où je pourrais bénéficier de la clause du grand-père en espérant qu'il y ait un des deux courtiers qui l'applique et donc bénéficier de ces beaux dividendes qui ne sont donc pas taxés tant que vous ne les retirez pas de votre PEA ou de votre PEA PME. Troisième action que j'ai achetée en juin et en juillet 2021, c'est le loueur B2B de location longue durée ALD Automotive. Donc ALD Automotive, j'ai fait des nouveaux achats en juin. J'ai acheté en 2 fois 80 actions à 12,46 € de prix de revient unitaire de moyenne. J'ai renforcé avec 20 actions supplémentaires à 12,72 €, ce qui donne 100 actions de plus à une moyenne de 12,51 €. Sachant que quand on rajoute les frais de trading et la taxe sur les transactions financières, eh bien j'arrive à un investissement total de 1 258,52 € dans ALD Automotive. Alors, ALD Automotive, avec ce rachat, ces transactions supplémentaires, je suis passé de 200 actions dans mon portefeuille à 300. Pourquoi j'ai décidé de renforcer ALD Automotive ? Eh bien, on va le voir maintenant pour 3 raisons essentielles. Vous avez une valorisation qui pour moi est attractive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au cours actuel, ALD Automotive vaut moins que 10 fois les bénéfices de l'année 2020, sachant que les bénéfices devraient progresser, on devrait normalement avoir une belle année 2021. Donc la valorisation est vraiment très attractive alors que c'est une société qui délivre de la croissance. D'ailleurs, si ALD vous intéresse, je vous mets le lien maintenant, j'ai fait une vidéo très poussée sur ALD Automotive pour creuser vraiment l'activité et l'historique de cette entreprise. Vous cliquez, vous allez pouvoir découvrir plein de choses, mais vous verrez dans cette vidéo que cette société délivre énormément de croissance depuis des années. Donc société pas cher qui pourtant délivre de la croissance avec en plus un management qui lors de la dernière journée investisseur a annoncé qu'ils avaient l'intention d'augmenter le payout ratio. Donc le payout ratio c'est quoi ? Je vous le rappelle, c'est le pourcentage des bénéfices que vous décidez de reverser à vos actionnaires. Jusqu'à présent, l'entreprise reversait entre 40 et 50% de ses bénéfices à ses actionnaires. Il y avait donc un payout ratio compris entre 40 et 50%. Et le management a annoncé qu'ils allaient dorénavant l'augmenter avec une target comprise entre 50 et 60%. Donc si vous avez l'entreprise qui continue à croître, à délivrer de la croissance, à faire de plus en plus de bénéfices et que vous avez en plus un payout ratio qui est augmenté sensiblement, bien forcément ça va donner un dividende en croissance et je compte bien sur ALD Automotive pour pouvoir toucher des dividendes croissants au cours des années à venir. Maintenant, il y a autre chose aussi qui est intéressant, il y a une actualité, alors c'est une rumeur, après c'est une rumeur de Bloomberg et en principe les rumeurs Bloomberg,
elle se vérifie quand même plutôt pas mal. Vous avez LeasePlan qui est un loueur qui est basé aux Pays-Bas, qui est le premier loueur longue durée mondial avec une flotte de près de 2 millions de véhicules. Il est présent dans 32 pays. Donc vous voyez que par rapport à LD Automotive est présente dans 43 pays, mais a seulement entre guillemets une flotte de 1,76 million de voitures. Eh bien, LeasePlan aurait apparemment été mise en vente par ses actionnaires et ALD Automotive serait intéressé, et ce serait ALD Automotive au moment où je tourne cette vidéo qui tiendrait la corde pour pouvoir racheter LeasePlan. Alors, c'est une rumeur, c'est pas sûr, ça peut encore capoter, mais pour le coup, ALD Automotive semble vraiment intéressé, et si vous combinez les deux entreprises, ça donnera le numéro 1 mondial de la location longue durée. Et forcément, si vous combinez les deux entreprises, il y a énormément de synergies de coûts à aller chercher derrière, donc au niveau de la marge, au niveau du développement de l'entreprise, ce serait un bond en avant exceptionnel, ce serait vraiment une très très bonne nouvelle. Donc voilà, il y a cette actualité chaude du moment. Alors je voulais quand même attirer votre attention sur quelque chose, c'est-à-dire que d'après Bloomberg, LeasePlan prévoit de se faire racheter au moins pour 8,3 milliards d'euros. C'est le prix qu'il demanderait. ALD Automotive, au 24 juillet 2021, sa valorisation boursière totale ne dépasse pas les 5 milliards d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ALD Automotive va jusqu'au bout, est sélectionné et choisi pour pouvoir racheter LeasePlan, quasiment à coup sûr, on aura une augmentation de capital qui sera assez dilutive. Voilà, donc si vous investissez maintenant dans LD Automotive, sachez que vous avez un risque d'être dilué si vous ne participez pas à la future augmentation de capital. Encore une fois, c'est vraiment du conditionnel parce qu'on n'est même pas sûr que ça se fasse, mais il faut le savoir, c'est-à-dire que il faut que vous ayez aussi la capacité financière pour si jamais vous faites une ligne à 500 ou à 1000 euros et que dans 6 mois, LD Automotive annonce une augmentation de capital de 30 ou 40% de son capital, si vous voulez pas être dilué, il faut déjà que vous sachiez que vous pouvez mettre plusieurs centaines d'euros supplémentaires pour pouvoir vous renforcer au capital d'LD Automotive pour ne pas être dilué par cette opération si jamais elle venait à avoir lieu. Donc voilà, augmentation de capital, puis certainement une augmentation de la dette assez significative. Bon, il faut le savoir, moi je prends le pari, j'aime bien cette boîte, je trouve qu'elle est sous-valorisée et donc même s'il y a une augmentation de capital, j'accompagnerai ALD Automotive dans son développement et j'ai confiance dans le management qui a fait des très belles choses jusqu'à présent au niveau de cette entreprise. Avant-dernière action que j'ai achetée en juin et en juillet 2021, c'est le géant des médias Vivendi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de Vivendi? Vous voyez que j'ai passé pas mal d'ordres. J'ai passé 5 ordres qui ont été exécutés. J'ai acheté 50 actions à 29,31, 10 actions à 28,02, 35 à 28,15. J'ai acheté à un moment donné même une action à 28,01 et 4 actions à 27,64. Donc, au total, j'ai acheté 100 actions supplémentaires du groupe Vivendi. Alors, peut-être que certaines personnes vont dire, mais pourquoi il a passé autant d'ordres et ça a dû lui coûter super cher en frais de transaction? Alors, je vous rappelle que je suis dans le cadre de mon PEA et que depuis la loi Pacte, les frais de transaction dans le cadre du PEA sont limités à 0,5% de l'investissement. Donc en fait, que j'ai acheté une action seule ou que j'en ai acheté 15 ou 20, j'aurais payé exactement la même chose. Donc là, j'ai fait des petits rachats en fonction notamment des dividendes que je percevais. Donc là, à un moment donné, j'avais plus que 30 euros sur mon compte. Donc j'ai acheté une action à 28,01 parce que ça me semblait intéressant. Et puis après, quand j'ai rechargé et que j'ai eu d'autres dividendes, j'ai pu acheter plus d'actions. Et donc au total, je me suis renforcé donc de 100 actions. 100 actions de plus en sachant que j'en possédais déjà 150, ça donne donc une exposition totale auprès du groupe Vivendi de 250 actions. Alors pourquoi j'ai décidé de renforcer sensiblement ma position sur l'entreprise Vivendi? Eh bien ça tient en 3 mots. Et ces 3 mots sont Universal Music Group. Vous avez l'entreprise donc qui est à l'intérieur du groupe Vivendi pour le moment, mais qui va être spin-offé, qui va être sorti du groupe Vivendi au mois de septembre, qui sera coté sur la bourse d'Amsterdam, donc chez Euronext. Et donc cette entreprise, qui est la pépite, le joyau du groupe Vivendi, va être distribuée sous forme d'un dividende exceptionnel aux actionnaires de Vivendi. Donc pour une action Vivendi possédée, nous, actionnaires de Vivendi, allons recevoir une action Universal Music Group. Ça veut dire que moi, je vais en recevoir 250 au mois de septembre. Aujourd'hui, vous le savez, j'ai un portefeuille qui est extrêmement exposé, surexposé aux dividendes. Et c'est aussi intéressant de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'être également présent sur des entreprises de croissance. Et Universal Music Group
est redevenue une entreprise de croissance avec la croissance du streaming. Les bénéfices sont bons, la marge s'améliore d'année en année et donc il y a encore selon moi des années de croissance devant Universal Music Group et je suis très content de pouvoir être exposé à cette entreprise en étant actionnaire de Vivendi et donc en recevant ces fameuses actions courant septembre 2021. Maintenant, il y a autre chose qui m'intéresse, c'est que je trouve que c'est pas extrêmement risqué aujourd'hui de jouer ce coup-là, puisqu'en fait, Vivendi a proposé à ses actionnaires de voter une résolution pour pouvoir racheter jusqu'à 50% de ses actions une fois que le spin-off, la distribution d'Universal Music Group aura été effectuée. Les actionnaires ont voté pour, donc il n'est pas exclu qu'une fois que Universal Music Group sera détaché, eh bien on est sur le reste de Vivendi, une OPA ou au moins une OPRA, une opération de rachat partiel d'actions de Vivendi avec une prime. Forcément, si vous voulez racheter vos titres, vous proposez une prime aux actionnaires et donc je trouve que financièrement, le coût est assez peu risqué par rapport à ce programme de rachat d'actions qui pourrait être déclenché par Vivendi, même si on n'a pas l'assurance que ce sera bien le cas. Autre chose vraiment intéressante, donc ça c'est un article du Revenu qui date du 14 juillet de cette année. Des dirigeants de Vivendi ont acheté des actions pour 1,3 million d'euros. Alors j'ai pas attendu après les dirigeants de Vivendi pour moi-même acheter des actions, mais ça c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que vous avez Arnaud de Puyfontaine qui est le président du directoire de Vivendi qui a acheté quasiment 3500 actions à 28,90 euros. Vous avez Yannick Bolloré, le fils de Vincent Bolloré, qui a fait de même avec 2500 actions à quasiment 29 euros. Vous avez même Hervé Philippe, le directeur financier, qui lui carrément a acheté 12 000 titres à un prix moyen de 29,02 euros. Et c'est pas le seul, il y en a d'autres qui ont acheté. Donc tout ça pour dire que si les dirigeants de Vivendi, qui sont quand même plutôt bien placés pour savoir la valeur de la boîte, pour savoir où va le business, ont décidé de racheter assez massivement des actions à un cours moyen de 29 euros, j'imagine qu'ils se disent que entre la cotation d'Universal Music Group et ce qui restera de Vivendi, eh bien le groupe dans son ensemble vaut plus que 29 euros par action. Et donc s'ils ont acheté, c'est qu'ils pensent pouvoir gagner avec ça. Alors c'est pas une garantie à toute épreuve, mais c'est quand même plutôt sain quand vous avez des dirigeants qui achètent massivement des actions de leur entreprise. Et là, en l'occurrence, c'est le cas de la part des dirigeants de Vivendi. Dernière action que j'ai achetée en juillet 2021, c'est l'entreprise Score. L'entreprise Score, c'est le 4e réassureur mondial. C'est une entreprise française. J'ai fait donc des nouveaux achats en juin et en juillet. Vous voyez, je fais pas mal d'achats puisque j'ai passé 8 ordres différents qui ont été exécutés. J'ai acheté 37 actions à 26,42 €. J'ai acheté 44 actions en dessous de 25 € à 24,90 €. Donc, j'ai acheté au total 180 actions Score, donc c'est les nouvelles actions que j'ai achetées sur ces 2 mois. Donc là, c'est vraiment un rachat qui est extrêmement important. J'ai pas calculé mon prix de revient unitaire moyen sur ces actions-là. Donc là, si on regarde un peu une cote mal taillée avec mes différents prix de revient unitaire, on peut se dire que globalement, j'ai un prix de revient unitaire de 26,40 € sur ces différents achats. Donc multiplié par 180 actions, ça veut dire que j'ai réinvesti plus de 4 752 € dans l'entreprise Score. Donc c'est vous dire si j'y crois parce qu'à mon échelle, c'est un investissement qui est extrêmement important. Donc j'ai réinvesti les différents dividendes que j'ai pu toucher au cours des mois précédents. J'ai remis de l'argent aussi sur mon PEA pour pouvoir faire ces achats. Donc voilà, je crois beaucoup dans l'entreprise Score. Et donc avec ces 180 nouvelles actions, ça fait que ma position totale sur Score s'élève à 300 actions. Donc je suis très exposé au niveau de Score, ça commence à représenter une ligne assez importante dans mon portefeuille. Alors pourquoi j'ai décidé de réinvestir aussi massivement sur l'entreprise Score ? Il y a différentes raisons, notamment la fin du conflit avec Covéa. Covéa en fait est actionnaire depuis des années de Score. Covéa avait décidé de lancer une OPA sur Score avec un prix de 43 € par titre, c'était en 2018. Score a refusé et depuis, Score et Covéa ont lancé des actions judiciaires les uns envers les autres. Il y avait des procès qui étaient en cours et donc là c'est bon, les managements se sont mis autour d'une table, ont signé la trêve. Ça c'est une bonne nouvelle, pourquoi ? Parce qu'en fait le management va enfin pouvoir se concentrer à 100% sur ce que les actionnaires veulent, c'est-à-dire la bonne marge de l'entreprise, la croissance,
les bénéfices, la rentabilité, quoi. C'est-à-dire que des dirigeants, c'est fait pour diriger l'entreprise, c'est fait pour créer de la valeur pour les salariés, pour les actionnaires, pour tout le monde. Et donc là, ça les accaparait quand même plutôt pas mal, ces histoires de conflits avec Covéa. Donc c'est une bonne chose, le fait que ce soit derrière nous. En sachant que dans l'accord, il y a différentes choses. Il y a notamment le fait que Score va pouvoir racheter les 8,2% du capital détenu par Covéa. Donc ils ont 5 ans pour le faire. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Alors, dans l'accord, Score peut racheter lui-même ou alors ils peuvent faire rentrer un nouvel actionnaire de leur choix pour racheter ces fameux 8,2% auprès de Covéa. Moi, j'espère vraiment que ce sera Score qui rachètera ces 8,2% de capital ou au moins 5% pour pouvoir faire une annulation de capital. Aujourd'hui, Score est complètement, selon moi, encore une fois, décoté. Donc, ce serait une bonne utilisation du capital excédentaire de Score de racheter ces actions pour pouvoir les annuler et pour pouvoir ce qu'on appelle reluer les actionnaires et pourquoi pas après pouvoir augmenter à nouveau le dividende qui est d'1,80 € par action en 2021. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a eu une vente qui a été signée donc dans cet accord auprès de Covéa. Donc Score a vendu 30% du portefeuille vie qui était détenu par ces entités irlandaises et tout ça pour la somme d'1 milliard d'euros. Alors ça, c'est extrêmement intéressant puisque au moment où je tourne cette vidéo, la capitalisation boursière de Score au 24 juillet 2021 s'élève à 4,55 milliards d'euros. Donc là, on a selon moi une preuve que Score est vraiment sous-valorisé et c'est pour ça que je me suis renforcé de manière si importante sur l'entreprise Score. Et puis en même temps, on attend le management, puisque le management en 2018 nous a dit 43 € par titre de la part de Covéa. Ça sous-valorise grandement l'entreprise, elle vaut bien plus que ça. Bon, aujourd'hui, elle se traîne aux alentours des 25 € par titre. Donc reste au management de mettre les actions en place qui vont bien, maintenant qu'ils sont débarrassés entre guillemets de Covéa, et de ramener l'entreprise au-dessus de ces fameux 43 € par titre qui avait été proposé en 2018 par Covéa. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, un petit like s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à partager également cette vidéo et puis à commenter. Mettez vos commentaires, posez-moi vos questions, j'y réponds toujours, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Merci encore et à très vite. Ciao.